Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre première édition du Gask Insight. J'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir pour cette première édition Marc Edge Shaheen. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Donc, merci déjà de m'accueillir, hein, et Eh ben, c'est un écoute, plaisir d'être là. avec grand plaisir aussi. Alors pour les spectateurs et les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes avant qu'on commence le sujet principal? Donc, Marc Einstein, expert méthode et outils à Altran. J'ai été repéré, je suis connu surtout pour mon activité publique, notamment à travers l'écriture d'articles pour la Taverne du Testeur ou diverses présentations qui ont été faites à la JFTL. Et aussi des présentations qui ont été faites pour le GASC à l'A4Q et Insight maintenant. En effet, très bien, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler d'un sujet très intéressant qui est l'intelligence en essaim et aussi du coup de l'industrie logicielle. Oui, exactement. Donc, Très, très bien. Alors du coup, pour commencer déjà, qu'est-ce que l'intelligence en essaim? l'intelligence en essaim fait partie de la grande famille des intelligences collectives. Euh, Elle a été repérée assez tôt et c'est le principe que l'on a en voyant beaucoup d'animaux qui vont collaborer entre eux et qui vont réussir à résoudre des problèmes complexes alors que ces animaux n'ont pas une intelligence qu'on va appeler complexe. Je pense notamment aux fourmis. Donc les fourmis, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois elles trouvent le chemin le plus court entre leur fourmilière et la zone où elles ont trouvé de la nourriture. Alors qu'au départ, on ne peut pas savoir quel est le chemin le plus rapide et qu'une fourmi n'a pas forcément la vision sur le chemin le plus rapide. On voit aussi D'accord. l'intelligence en essaim avec tout ce qui est vol des tourneaux ou bancs de poissons. Comment font-ils pour ne pas se rentrer dedans? Comment font-ils pour avoir un mouvement synchronisé simultané? Et en cherchant, on s'aperçoit que pour les fourmis, en fait, c'est des simples phéromones. À chaque fois qu'une fourmi passe, elle laisse des phéromones. Et le chemin le plus court, ça veut dire qu'il y a des allers-retours plus fréquents et une concentration plus forte. Elles arrivent comme ça à trouver naturellement, au bout de quelques allers-retours, le chemin le plus rapide. Pour les vols des tourneaux, c'est savoir se synchroniser par rapport à ces 3 ou 4 oiseaux les plus proches. Voilà. Donc au final, D'accord. on a quelque chose d'assez simple, un principe assez simple, mais que tout le monde va suivre pour arriver à résoudre des problèmes complexes. D'accord, très bien. Et notamment dans l'exemple, on sait que par exemple Waze, le fameux GPS, a comme architecture, c'est basé justement sur le fonctionnement des fourmis dans une fourmilière. Ah ben voilà, bah ça typiquement, je n'étais pas au courant. Mais oui, il faut s'inspirer en fait de la nature sur pas mal de sujets. Alors s'inspirer, ça veut pas dire copier, ça veut dire voir comment ça s'adapte, voir comment ça fonctionne et réfléchir à des manières où on pourrait les utiliser pour résoudre nos problèmes. On parle souvent de copier la nature et on donne l'exemple de l'aileron de requin ou pour tout ce qui est aérodynamisme, mais c'est le seul exemple que l'on donne généralement, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup où on va copier totalement la nature. Donc, c'est bien de s'en inspirer, mais copier pour copier, ça ne fonctionne pas. Un peu comme Cargo Cult, qui avait été présenté à la JFTL il y a quelques années. D'accord, ok. D'accord, très bien. Mais alors du coup, qu'est-ce que la robotique en essaim et quelles sont ses pratiques un peu plus concrètes? Alors, la robotique en essaim, en fait, est totalement inspirée de l'intelligence en essaim. Un chercheur qui avait remarqué les fourmis et s'était demandé comment ça fonctionne, pourquoi. Et il s'est dit, on va essayer de le faire aussi avec de la robotique. Donc, depuis, on a réussi à reproduire le comportement des fourmis avec des robots, sauf que au lieu d'utiliser des phéromones, on a utilisé des signaux lumineux, plus ou moins persistants. Voilà. Et ce qui intéresse le plus actuellement, c'est le comportement des nuées d'oiseaux, donc des vols des tourneaux, pour faire voler des drones. Donc là, c'est très joli, hein. Depuis Ah, 2018, ouais. on voit sur Internet, lorsqu'on cherche nuages de drones ou voit un dessin de drone, on a fait voler 3000 drones, on a fait des jolies figures. Donc là, pour l'instant, on est encore on démontre, on fait le show. Mais grâce à ça, on a pensé à des utilisations.
de cette robotique, notamment pour quadriller et pour faire de l'observation. Donc l'observation, une qui devrait arriver rapidement pour les années 2020-2030, hein, dans les prochaines années, c'est dans l'agriculture. L'agriculture on va dépenser moins de pesticides, parce qu'on va les dépenser que sur les fruits ou les arbres malades. Comment on repère ces fruits ou ces arbres malades lorsqu'on a plusieurs hectares? Humainement, on ne peut pas le faire, mais avec des drones qui vont voler comme ça, qui vont quadriller et qui vont observer, on va pouvoir les remarquer et dans ce cas-là, diminuer les doses de pesticides. De même, pour la recherche de personnes qui vont, après des catastrophes, on va survoler, on va pouvoir voir facilement des personnes, plutôt qu'avec un hélicoptère qui passe par là, on va pouvoir quadriller avec des dizaines et des dizaines de drones. Donc ça, c'est pour l'observation. Mais il y a d'autres manières de faire aussi, c'est des robots qui existent, qui sont capables de déplacer des charges. Donc, un tout petit robot tout seul, qui va être capable de déplacer qu'une centaine de grammes, mais ils sont capables de s'accrocher entre eux et de tirer ensemble pour déplacer des obstacles. Ah oui, et enfin, décupler du coup la force utilisée. Exactement. Et adapter exactement la force au nombre de robots dont on a besoin. Et enfin, ça c'est quelque chose on en parle souvent à chaque fois qu'on parle de médecine, c'est comment on va faire pour lutter contre le cancer. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a des pistes qui ont été faites on va essayer de faire un VIH modifié qui va s'attaquer aux cellules cancéreuses. Là, c'est créer des petits robots, des micro-robots, hein, qu'on pourrait insérer dans notre sang. Donc on arrive déjà à faire des robots de cette taille, qui seraient programmés justement pour aller attaquer des cellules cancéreuses. D'accord, donc là c'est vraiment par rapport aux recherches actuelles sur tout ce qui est l'intelligence en essaim. Voilà, c'est les recherches actuelles, robotique en essaim, c'est vers où les personnes veulent aller actuellement. Alors attention, c'est pas parce qu'on veut aller actuellement là qu'on va y arriver. On va peut-être y arriver, on va peut-être arriver plus loin, on va peut-être arriver sur quelque chose de totalement différent. Hein, parce que si on demandait dans les années 70 quel serait l'avenir en 2020, tout le monde nous aurait répondu les cinémas totalement en 3D, évidemment, hein, on sait tous, et les voitures volantes. Oui, voilà, ouais. Il suffit de regarder Retour vers le futur. Et au final, les voitures volantes, non. Par contre, les gens n'avaient pas imaginé le développement des communications avec des réseaux comme Internet. Voilà. C'est vrai. Ou encore les smartphones. Oui. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre tout ça et puis l'agilité? Alors, le lien, on va y arriver, mais grâce à un exemple. Comme je dis, voilà, c'est encore en état de recherche. Et donc, beaucoup de recherches sont faites. Et il y en a une qui est parue sur la chaîne Fouloscopie. Un chercheur spécialisé dans le comportement des foules, qui a fait une expérience avec des robots en essaim. Donc le principe est assez simple. On a 12 robots qui sont dans une arène rectangulaire, qui sont toujours placés pareil au départ, et qui doivent travailler ensemble pour repérer une cible et la détruire. Donc repérer la cible, il faut rouler dessus, et pour la détruire, c'est un peu un principe de RPG, c'est-à-dire la cible a un certain nombre de points de vie et chaque robot a un certain DPS, donc plus il y a de robots, plus on va pouvoir détruire la cible en même temps. Malheureusement, c'est pas parce qu'on a trouvé un robot à trouver le robot que tous les robots sont au courant, parce qu'il doit avoir de la communication qui va passer. Donc il a organisé un concours où les personnes devaient proposer un algorithme, un algorithme pour trouver et détruire cette cible le plus rapidement. Et il a reçu 64 algorithmes. Il a pu alors organiser un tournoi et il a analysé ces algorithmes. Principalement 2 familles, à hauteur de 45-47%, qui des algorithmes qui vont être distribués avec, on travaille ensemble, on ne sait pas forcément exactement où on est, c'est pas très cadré, il va y avoir une prise de décision qui va être au niveau des robots, et des algorithmes centralisés, une approche qui pourrait être très militaire, hein, avec toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là au départ, et vous vous déplacez comme ça, pour quadriller le plus efficacement et pour trouver cette cible. Et il y avait également des algorithmes qui jouaient un peu avec les deux, des algorithmes hybrides. Voilà. Les résultats de cette expérience sont assez intéressants. En moyenne,
les algorithmes centralisés sont plus performants sur cette expérience. Ils mettent une centaine de secondes pour trouver et détruire la cible, et les algorithmes distribués mettent 130 secondes. Donc il y a un écart d'une trentaine de secondes, hein, qui est entre 20 et 30, entre à peu près à 25%. Ouais, ce qui est quand même assez énorme. C'est quand même assez énorme, mais le gagnant, même s'il a gagné de très peu face aux meilleurs centralisés, est un distribué. Au-delà de ça, parce que là, c'est vrai que si on s'arrête, on est sur un contexte figé, etc. Les centralisés sont plus performants en moyenne, il n'y a rien à dire. Au-delà de ça, il s'est dit, qu'est-ce que je fais si je vais changer un paramètre? C'est-à-dire le placement des 12 robots, je ne vais pas les mettre au même endroit, au lieu de les mettre au centre, et de manière horizontale, je vais les mettre à droite et de manière verticale. Bah là, les algorithmes distribués ont été très peu impactés. Donc ils mettaient 130 secondes à trouver, ils sont passés à 140, 150, alors que les centralisés sont passés de 100 secondes en moyenne à 240 à peu près. Donc plus que 2 fois plus, et ils sont devenus beaucoup moins performants. Les hybrides étant entre les deux. Ouais. Donc pourquoi ça? C'est parce que lorsqu'on est sur un centralisé, on définit, on sait ce qu'il y a au départ. Donc on peut définir, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et ça fonctionne. Néanmoins, voilà, dès lors où il y a des modifications, là c'était une modification de la position initiale, ça va être beaucoup plus complexe parce que on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on fait, et on a besoin d'une nouvelle intervention du stratège pour créer une nouvelle stratégie. Voilà. On est là-dessus. Là, c'était un changement de position, mais on peut imaginer un changement de l'arène, peut-être un changement de la cible, un changement du nombre de robots. Et c'est des choses en fait qui peuvent arriver tout le temps et qui arrivent tout le temps dans la nature. Le chemin le plus court, on peut pas. L'arène, ça sera jamais la même. La distance sera jamais la même. La nourriture sera jamais la même. Donc ça marche très bien dans la nature, et c'est pour ça que ça marche très bien dans la nature et qu'on n'a pas des choses qui sont prévues à l'avance dans le monde animal. D'accord, donc on voit qu'il y a vraiment une différence en fait d'adaptation entre les deux systèmes. Exactement. Les algorithmes distribués en robotique en essaim sont faits pour pouvoir s'adapter à différentes circonstances avec une décentralisation de la prise de décision. Et en fait, c'est justement là qu'on peut faire le lien avec un concept comme l'agile. Voilà. Donc, l'agile, c'est quoi? Au final, c'est on va développer, mais la décision, elle ne va pas venir d'en haut d'un stratège, même pour le test d'un test manager, d'un chef de projet, non. La décision, elle vient de l'équipe. On dit, bah, c'est l'équipe qui est sur le terrain, c'est l'équipe qui connaît mieux le contexte, c'est l'équipe qui va savoir quoi faire pour s'adapter. Lorsqu'on parle d'agile, on parle toujours de s'adapter, de pouvoir répondre rapidement à un besoin, etc. Mais pourquoi? Parce que le monde actuel, particulièrement le monde de l'IT, est vraiment lié à ce changement. Tous les ans, il y a des nouveaux téléphones. Toutes les semaines, il y a des nouvelles versions. On va avoir des frontières aussi de plus en plus floues. L'IT, avant, c'était que sur son PC de travail. Maintenant, chacun a un PC personnel. Ensuite, après le PC personnel, on a eu son téléphone portable, les tablettes. Maintenant, il y a des logiciels dans les voitures, dans les machines de tri des déchets, dans les nouveaux frigos, dans tout ce qui va être IoT. On en a partout. C'est devenu commun. Il y a des nouveautés, j'allais dire tous les jours, mais non, pas tous les jours, toutes les secondes. Toutes les secondes, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, il faut pouvoir s'adapter, avoir un retour du public, savoir où on est. Et dès lors, ça va être beaucoup plus complexe de planifier, de définir un contexte, un environnement, de définir le nombre de personnes qui vont travailler, parce que, voilà, j'ai donné l'environnement technique, mais aussi, on le sait bien, hein, dans le monde de l'IT, il y a beaucoup de personnes qui rentrent, qui sortent, de changements. On a de la chance, actuellement, d'être un secteur qui est en pleine expansion, avec une demande plus forte que l'offre. Donc avec de nombreuses offres, tiens, je vais pouvoir gagner 10 ou 20% ailleurs, on va me proposer quelque chose de plus intéressant ailleurs. Bah, oui, je vais y aller parce que le risque est assez faible.
Mhm. et que voilà. Donc beaucoup de personnes qui raisonnent comme ça, ce qui est logique, hein. Là, les gens restent en moyenne 2-3 ans, surtout au début de leur carrière, avant de changer. On est vraiment sur quelque chose de vraiment mouvant. Il faut savoir le gérer. D'accord, oui, Donc c'est là, vrai que dans un contexte en perpétuelle évolution, on est obligé hmm, de savoir s'adapter à toutes les situations. voilà. Donc là, on arrive vraiment dans le contexte de voilà, l'intelligence en essaim qui va être distribuée en fait dans ces équipes qui sont plus bas, qui vont pouvoir s'adapter. Donc, voilà. On est sur des concepts comme ça. Néanmoins, voilà, il reste des choses qui vont rester immuables et si on les fait différemment, ça posera problème. Notamment sur tout ce qui est normes, tout ce qui va être aviation, tout ce qui va être gestion des satellites. Donc là, c'est juste des exemples. Il y a des points où en fait, le centralisé va être plus intéressant. Donc là, par centralisé, on peut penser waterfall, cycle en V. Quand on a des normes, qu'on a des dates, qu'on a beaucoup de choses qui sont définies, on a déjà ce cadre. Et on sait que en moyenne, il va être plus performant de résoudre ça. Donc, il ne faut pas non plus se dire on va faire de l'agile pour faire de l'agile. Et enfin, c'est pas parce qu'on dit qu'on fait de l'agile qu'on fait vraiment de l'agile. Il faut de la communication, de la collaboration, et ce que Benjamin Bittel appelle du collectif. Il faut communiquer. Il faut que les personnes dans l'équipe communiquent et travaillent ensemble. C'est un point très important. D'accord, ok, très bien. Et alors, du coup, quel est le rapport avec l'agilité à l'échelle? Alors là, on arrive à une autre échelle. Un point, je ne me rappelle plus si je l'ai mentionné, de, de l'intelligence en essaim, c'est que au final, on a beaucoup d'éléments qui vont collaborer entre eux, mais aucun élément particulier va avoir une vision d'ensemble. Hmm. C'est la fourmi, lorsqu'elle va chercher sa nourriture, elle va pas se dire bah ouais, il faut que je trouve le chemin le plus court. L'oiseau, dans la nuit de vol des tourneaux, il va pas dire ah bah oui, il faut qu'on fasse un joli nuage, il faut qu'on fasse des formes et autres. Non, il va dire je Il ne suit dois le pas rentrer en mouvement. collision avec les autres. Hmm. Non. Il suit le mouvement grâce à une communication et grâce à un logiciel commun. Voilà. L'agile à l'échelle, ça va être le même principe. Oui, il va y avoir une prise de décision décentralisée au sein des équipes. Néanmoins, ça ne va pas être suffisant. Si les étourneaux ne communiquaient pas entre eux, ne faisaient pas attention ou n'avaient pas le même fonctionnement, ça ne fonctionnerait jamais. Si les fourmis n'utilisaient pas leurs phéromones, elles ne trouveraient jamais le chemin le plus court. Donc, on arrive, il faut un socle commun. Ce socle commun de communication, de collaboration, est très mis en avant dans des méthodes comme SAFe, avec la System Team, qui est là pour synchroniser l'ensemble, avec des communautés de pratique sur on va centraliser des outils, on va discuter dessus, on va essayer de s'améliorer ensemble. Et voilà, surtout ces deux points-là, mais il parle aussi de BDD et bien sûr du PI planning avec le business qui arrive, qui va proposer une vision du métier. Et là, on voit bien aussi, avec SAFe, que la synchronisation, le travail commun, ne va pas toucher que les petits éléments des équipes, entre guillemets, mais aussi avec le métier, parce que chacun a sa propre vision, chacun veut avancer à son niveau pour faire un produit commun. Au niveau de Spotify, on a tout ce qui va être les guildes, les chapters. On va avoir des personnes qui vont, des équipes qui vont pas forcément faire la même chose, mais qui vont savoir ce que font les autres équipes. Ce qui encourage l'innovation. C'est, ah les gars, on a fait quelque chose de différent, voici nos résultats, peut-être que ça pourrait vous aider. Mais en tout cas, il y a une communication, il y a une synchronisation, il y a un objectif commun. Ce socle commun est primordial lorsqu'on est en agile à l'échelle, et il est primordial sur tout ce qui est robotique en essaim. Et voilà. Je dis il est primordial sur tout ce qui est robotique en essaim, c'est le même logiciel, la même façon de fonctionner que pour l'ensemble. Si on veut aller au niveau du test ou de la qualité, on pourrait dire que chaque équipe va avoir
un minimum definition of done, un socle commun de definition of done, avec un pourcentage de tests de régression automatisés, par exemple, même si c'est pas forcément très bon ça. Un pourcentage de lignes de code au niveau des tests unitaires. On assure certains tests de régression. On a maintenu nos tests de régression, etc., etc. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et mais alors du coup, quel parallèle on peut faire avec le test? Alors, le test, c'est vraiment ce qui va vraiment bien coller à la robotique en essaim, parce que la robotique en essaim est tout ce qui va être décentralisé pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que dans les principes du test, on a les tests dépendent du contexte. Et typiquement, l'intelligence distribuée, l'intelligence en essaim, est là pour s'adapter à différents contextes. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez proche. On a aussi un autre principe avec les tests. Et en fait, c'est pas les tests, c'est la qualité. La qualité, c'est l'affaire de tous. Donc là, on voit fleurir vraiment les présentations, les articles. Moi-même, j'ai écrit des articles là-dessus. Bah oui, la qualité, c'est pas que le testeur. Le testeur, il a sa spécialité. Mais voilà, si on n'a pas bien compris le besoin, on fera de la mauvaise qualité. Si, même si on a trouvé des bugs, on décide de quand même y aller, la qualité sera pas là. La qualité, ça va dépendre aussi du niveau de qualité que l'on veut atteindre. Et de l'exigence de base. Ouais. L'exigence de base, et aussi du produit que l'on veut construire. Si on veut construire un produit qui va être utilisé d'une ou deux semaines et qui a très peu d'impact, on va pas forcément mettre la même chose que si on veut avoir quelque chose qui va être pérenne et qu'on va utiliser des années. Alors là, l'exemple n'est pas forcément le meilleur, parce que souvent on se dit, ouais, on va faire un petit truc, ça va durer 1 mois, 2 mois, on va faire un POC, et ensuite on va refaire derrière, et au final on ne refait pas derrière. Donc ça, il faut faire attention. Un autre exemple, c'est, je vais faire un téléphone, je veux vendre un téléphone à 100 € ou je veux vendre un téléphone à 1500 €. Tout de suite, les critères qualité vont être différents. Oui, bien et il n'y évidemment. aura pas que à poser la marque avec une pomme ou une autre chose, etc. Il y aura ça en partie, la marque qui va faire le prix, mais il y a aussi toute la qualité qu'on va mettre derrière. Ah bah oui, il y en a un qui va être un peu plus ergonomique, il y en a un qui va avoir une meilleure batterie, il y en a un qui va mieux répondre, il y en a un qui va avoir un meilleur écran. Jusqu'où on veut aller, ce qu'on veut mettre. Là, c'est des choix, mais la qualité va dépendre de tout le monde. Et aussi, donc là, dans une équipe, donc là, on est dans les principes des équipes agiles, mais on peut aller au-delà des équipes agiles. Chacun va avoir sa propre vision. Dans une équipe agile, si on a 1 ou 2 testeurs, 3, 4 développeurs, analystes métier, un PO, chacun va avoir sa vision. Et même les développeurs entre eux vont avoir une vision différente. Il va falloir pouvoir synchroniser tout ça. Et là, on arrive sur de l'intelligence en essaim. Et les différences, ça nous enrichit. Donc là, faut le rappeler, c'est très bien d'avoir des différences. Beaucoup de personnes me disent, oui, Marc, c'est super ce que tu fais. Oui, mais enfin, s'il n'y avait que des marques à sharing, ça serait totalement inintéressant. Tout le monde écrirait des articles dans son coin et personne ne serait là vraiment pour les lire. Il faut de tout pour faire un monde. C'est très important. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours, dans le test. Pour revenir à tout ce qui est vision différente, j'aimerais revenir sur un modèle qui s'inspire un peu de ça, c'est les tranches démentales. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le modèle en tranches démentales. Les tranches démentales, c'est assez simple. Les mentales, c'est un fromage avec des trous. Et l'idée, c'est que pour avoir le moins de trous, il va falloir avoir plusieurs tranches et les mettre les unes après les autres. Donc, on peut voir ça de plusieurs manières, soit avec différents niveaux de tests. Oui, c'est bien de faire des tests système que fait le testeur, mais l'argument, oui, il y a le testeur qui va faire ses tests, donc ça sert à rien de faire des tests avant, on va récupérer les anomalies, est totalement fallacieux pour 2 raisons. La première, c'est que il y a certaines choses qu'on ne pourra pas repérer avec ces tests, donc ça coûtera beaucoup trop cher de les repérer. Et la deuxième, c'est ouais, mais le temps de faire ces tests, on va pas avoir testé tôt, ça va coûter beaucoup plus cher de réparer les bugs. On peut le faire avec différents types de tests au niveau de différents critères de qualité, avec des tests non fonctionnels. Je parle beaucoup des tests non fonctionnels, sécurité, performance, ergonomie, adaptabilité. C'est des choses qu'on entend de plus en plus parce qu'on en a de plus en plus besoin.
Et si vous n'êtes pas convaincu de l'importance des tests non fonctionnels, demandez-vous pourquoi sur des jeux vidéo, alors qu'il y a des catégories qui vont se retrouver avec le même fonctionnel. Par exemple, les Battle Royale, c'est un même fonctionnel pour PUBG, pour Fortnite et pour tous les autres Battle Royale. Néanmoins, c'est Fortnite qui ressort. Pourquoi? Parce que c'est le non fonctionnel qui va faire la différence. Oui. Donc ça, ces modèles d'entrée mentale, on va devoir faire différents tests pour combler les trous que l'on a. Ça, voilà, ça se rapproche de la robotique en essaim parce qu'on va avoir les différents robots, les différentes personnes qui vont travailler et qui, avec leurs différences, mais un socle commun, vont arriver à trouver plus d'anomalies. Alors je dis trouver, c'est pas parce qu'on trouve une anomalie qu'on la corrige, mais si on la trouve, au moins on a le choix de la corriger ou pas. Voilà. Un autre point, alors là qui m'est particulièrement cher et qui pour moi représente parfaitement l'expérience qui a été proposée avec les robots, c'est les tests exploratoires. Pourquoi? Alors attention, les tests exploratoires, j'adore les tests exploratoires, mais ça reste en complément, on ne va pas faire que du test exploratoire. Néanmoins, le test exploratoire, qu'est-ce qu'il va définir? Il va définir une zone de test à l'aide d'une charte. Cette zone va être différente, ça peut être en fonction des risques, ça peut être en fonction d'un personnage, ça peut être en fonction d'une fonctionnalité, ça peut être un recommandant ensemble, mais on va demander à un testeur de parcourir et d'explorer cette zone. En fonction de ce qu'il va trouver, il va adapter son parcours. Donc là, on est tout de suite à un niveau d'adaptation. On va pas faire quelque chose de toujours répétitif, donc on lutte contre le paradoxe des pesticides. On va multiplier les tests, on va faire beaucoup plus de tests sur une session de 30 minutes de tests exploratoires que si on a 30 minutes pour concevoir, écrire, exécuter, analyser et analyser un test. Et surtout, ok, il y a un contexte qui a changé. C'est pas grave. On commence pas au même endroit, ça me dérange pas. De toute façon, je vais pouvoir m'adapter, je vais pouvoir continuer. Il y a que 3 testeurs disponibles au lieu de 4. Et on va pouvoir quand même faire quelque chose. On va être très peu impacté par ces modifications et on va découvrir à chaque fois de nouvelles choses. Donc pour ça, les tests exploratoires, c'est vraiment particulièrement important. C'est pas pour rien que Frédéric Assandi-Capillo a écrit un article, les tests exploratoires, une obligation en agile. On doit s'adapter à un contexte et il n'y a rien de mieux que les tests explorateurs pour s'adapter en direct à différents contextes, à différents risques et à ce que l'on découvre lorsqu'on travaille sur une application. Ok, super. Et enfin, donc là en plus ça fait l'objet du dernier webinaire de la taverne qui a été fait début juin. On peut penser au crowd testing. Alors le crowd testing, je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, c'est je souhaiterais faire tester mon application à des testeurs qui sont habitués à tester pour avoir des retours. Si vous êtes familier avec les bêta-tests, ça ressemble un peu à une bêta-test, sauf que contrairement à une bêta-test, dans la plupart des cas, la bêta-test, c'est déjà c'est gratuit, on invite les personnes à venir, vous pouvez jouer, vous pouvez nous faire vos retours, mais il y a surtout beaucoup de logs derrière et les gens ne font pas forcément beaucoup de retours. Là, le crowd testing, c'est les gens, on va les sélectionner en fonction de leur matériel, en fonction de leur localisation. On va leur dire, est-ce que vous voulez bien faire des campagnes de tests, soit certains tests qui ont été scriptés, soit vous devez faire du test exploratoire sur cette fonctionnalité, celle-ci ou celle-là. Donc on se retrouve en fait vraiment une nuée, entre guillemets, de personnes, comme les nuées d'oiseaux, qui vont chacun faire leur test, mais avec un socle commun. Le socle commun, c'est qu'est-ce qu'on leur a dit de tester, pourquoi. Et qui vont faire des retours, et ces retours, souvent, vont être assez cadrés.
on doit créer une fiche d'anomalie, elle doit avoir cette forme, elle doit avoir une autre. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va ressembler beaucoup à de l'intelligence en essaim, même si là, au-dessus, il va falloir une grosse préparation et un vrai stratège, en effet, mais pour ensuite les laisser travailler. Et quelque chose qui remonte aussi avec le crowd testing, c'est qu'on leur demande de faire certains tests, on leur demande de travailler sur certaines fonctionnalités, mais il y a quand même des retours qui vont au-delà. Avec, tiens, il y a des problèmes d'utilisabilité, il y a des cas auxquels les gens n'avaient pas pensé, mais on arrive sur des anomalies, ou même des problèmes de performance. Voilà. Donc, malgré ce cadre, les crowd testers se sentent assez libres et vont quand même au-delà de ce qui a été demandé. D'accord, ok. Pour conclure, en fait, comme vous le savez, en fait, j'aime beaucoup m'inspirer de ce qui se fait dans d'autres disciplines pour réfléchir aux tests différemment. Pour moi, c'est particulièrement important parce que les frontières sont de plus en plus floues et que le test, le logiciel sont des industries qui sont quand même assez récentes et qui se basent sur de l'humain. Donc, ça me semble important de voir ce qui a été fait par des personnes tout aussi intelligentes, voire plus, qui ont travaillé sur d'autres sujets, qui ont fait face à des problèmes auxquels nous, en fait, on fait face également. Pour revenir à tout ce qui est intelligence en essaim, robotique en essaim, ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut s'adapter, il faut décentraliser un minimum la prise de décision. Il faut décentraliser cette prise de décision tout en gardant de la communication, de la collaboration et un minimum de règles communes. Il faut organiser cette communication, cette collaboration. En agile, on dit les individus plus que les processus. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des processus. Il faut des processus, mais il faut que ces processus, qui sont en fait des outils, soient au service de l'individu. Et ça, souvent, on l'oublie en fait. Tout ce que l'on fait, on travaille, les industries, la création d'ordinateurs, l'argent, ça doit être au service de l'humain, au service de l'homme, et non le contraire. Voilà. Les méthodes agiles sont là pour s'adapter à l'évolution, comme l'intelligence en essaim. Donc, on est largement dans le contexte de l'intelligence en essaim, et c'est vrai qu'en reprenant l'exemple de l'intelligence en essaim, ça permet de remettre en perspective qu'est-ce qu'on va faire en agile et pourquoi. C'est la même chose pour l'agile à l'échelle, avec vraiment cette notion on forme un tout. Donc pour former un tout, il faut savoir vivre ensemble. Voilà. Et d'un point de vue test aussi, il faut s'adapter, il faut savoir voir différemment. Là, ce que je vous donne, c'est que des exemples. C'est le fruit de ma réflexion. Et comme je disais tout à l'heure, voilà les pistes pour l'intelligence en essaim, mais il y aura sûrement d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Bah oui, moi non plus, j'ai pas pensé à tout. Je suis sûr que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo vont se dire « Ah oui, il y a peut-être d'autres parallèles à faire, que ce soit en logiciel ou non, qui vont permettre d'avancer et d'aller plus loin. » Ce que je propose, moi, là, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Honnêtement, j'arrive pas avec une technique, on va faire ceci, on va faire cela. Ce que je propose, c'est un travail ensemble, réfléchir, s'ouvrir au monde et ne pas se penser en tant qu'ingénieur logiciel ou ingénieur test dans un silo. On parle du DevOps, il faut casser les silos. Ouais, mais le silo du logiciel, il est de plus en plus poreux et il va falloir qu'il disparaisse. Va falloir parler de beaucoup de choses. Moi, je parle des jeux vidéo. Là, je parle tout ce qui est philosophique. J'ai parlé de la cuisine. Reprenez vos connaissances, reprenez votre expérience personnelle et demandez-vous si, ah oui, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que je fais et il y a moyen de l'adapter. Voilà. Restez curieux, en fait. Et justement, ça tombe très bien, puisque c'est aussi l'idée des Gask Insight, c'est de pouvoir créer des espaces d'échange. Donc,
surtout, n'hésitez pas à utiliser les espaces commentaires juste en dessous de cette vidéo afin de pouvoir créer un espace d'échange. Et bien évidemment, on suivra tous ces commentaires. Voilà. Bon, bah parfait. Eh bien, écoute, en tout cas, Marc, merci beaucoup pour ce temps passé avec nous pour la première édition des Gask Insight. Donc, restez bien tous connectés sur nos réseaux sociaux afin de suivre les prochains épisodes. Enfin, n'hésitez pas à utiliser aussi les commentaires pour créer des espaces d'échange. Encore une fois, Marc, merci beaucoup. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Merci, à bientôt.